Bonjour et bienvenue sur ce cours vidéo d'informatique, je suis David pour ordirepart.com et aujourd'hui on va continuer la série qu'on a commencée sur l'organisation et la gestion des fichiers dans votre ordinateur équipé de Windows. Aujourd'hui le sujet ça va être la compression et la décompression de fichiers et de dossiers dans Windows. Donc dans cette vidéo on va passer à la pratique, on va passer devant l'écran, on va manipuler Windows pour compresser et décompresser des fichiers ou des dossiers dans votre ordinateur. Mais avant de pouvoir compresser ou décompresser, la première question qu'on peut se poser, c'est effectivement, qu'est-ce que ça va nous apporter? Quel est l'intérêt de la compression ou de la décompression de fichiers dans Windows? Eh bien, pour comprendre ça, il faut bien entendu parler de la taille des fichiers. La compression va avoir pour effet de réduire, en règle générale, la taille des fichiers dans votre ordinateur. Mais pour bien se rendre compte de ce que ça peut faire, il faut, encore une fois, bien entendu, savoir ce que sont les tailles de fichiers, comment on les représente, quels sont les ordres de grandeur qui représentent ces tailles de fichiers. C'est ce que je vous propose de voir dans un premier temps, avant de passer réellement à la pratique, tout de suite après un petit générique. Comme je vous le disais en introduction, l'un des principaux intérêts de la compression de fichiers, ça va être de réduire la taille des fichiers. Mais pour bien comprendre à quoi ça correspond, il faut d'abord essayer de comprendre quelles sont les tailles de fichiers et à quoi ça correspond et comment on les mesure. Donc tout simplement, on va s'intéresser à la façon qu'a l'ordinateur de fonctionner. L'ordinateur, tout simplement, utilise des informations binaires. Et le binaire, c'est quelque chose d'assez simple, c'est soit un 0, soit un 1. C'est-à-dire que l'ordinateur ne comprend que ça. Il ne sait faire que des opérations sur ces 0 et ces 1. Tout ce que vous voyez sur votre écran, par exemple, est décomposé en une succession de 0 et de 1, qui vont être interprétés pour afficher quelque chose. Tous les sons que vous entendez, c'est-à-dire tous les sons émis par votre ordinateur, seront également une succession de 0 et de 1, qui vont être interprétés pour recomposer un effet sonore, une musique, une voix, des sons, d'une façon générale. Tous les documents texte également que vous allez taper, vont être décomposés en une succession de 0 et de 1 qui vont regrouper d'une certaine façon, vont représenter des caractères, des lettres, des chiffres, des symboles, des virgules, des points, des choses comme ça. En tout cas, tout ça ne sera qu'une succession de 0 et de 1. Ce 0 et ce 1, ces informations donc binaires, on appelle ça un bit. Donc un bit, ça s'écrit BIT. BIT. Et donc un bit, c'est la contraction en anglais de binary digit, qui veut dire simplement unité binaire. Donc un bit, c'est un 0 ou un 1. Ok. Maintenant, le problème, c'est que manipuler des informations binaires comme ça, c'est pas forcément très évident. Et en règle générale, dans un ordinateur, on a pris pour habitude de regrouper ces informations binaires par paquet de bits. Donc 8 bits, qu'on ajoute un S, vont correspondre à ce qu'on va appeler un octet. En français, donc, un octet. Les anglophones vont avoir un autre terme pour désigner un octet, ils vont appeler ça un byte. B-Y-T-E. Avec un B majuscule. Pourquoi un B majuscule? Tout simplement parce que bit et byte sont des mots qui se ressemblent énormément en anglais, et pour ne pas les confondre quand on va utiliser des abréviations, bien entendu quand on donne une unité de mesure, on ne le donne pas forcément en toutes lettres. Quand on parle de mètre, on ne va pas écrire mètre systématiquement, on va mettre un M qui va correspondre à des mètres. Eh bien, en informatique, quand on parle d'un bit, on mettra un B minuscule par convention, et quand on parlera d'un octet, donc d'un byte, on mettra un B majuscule. Très bien, mais ça concerne notamment les anglophones. En français, on parle plutôt d'octets, donc il y a moins de risques de confusion, et c'est pour cette raison que pour le moment, on ne va pas s'intéresser aux bytes, on ne va pas parler de bytes, on va parler, nous, d'octets, mais c'est pour que vous sachiez que l'autre terme existe, et que vous êtes susceptible de le rencontrer dans certaines situations, quand vous aurez affaire peut-être à des logiciels qui sont faits en anglais, et qui utilisent donc des termes en anglais. En tout cas, nous, on va parler d'octets. Très bien, un octet, c'est donc 8 bits, donc 8 informations binaires, 0 ou 1. Un octet, c'est donc l'information minimale qu'on peut écrire dans un fichier. Un fichier peut être bien entendu soit vide, donc il contiendra 0 octet, mais dès qu'on va commencer à écrire quelque chose dedans, le minimum qu'on peut écrire, c'est un octet. On ne peut pas écrire moins. On ne peut pas écrire des bits directement. Un bit directement, ça n'existe pas dans un fichier, c'est pas possible. Il faut écrire au minimum un octet. Bon, soit, une fois qu'on a compris cette règle, eh bien, l'octet, ça va donc être l'unité de mesure des tailles de fichiers en informatique. Seulement voilà, un octet, c'est très petit, c'est une information qui contient très peu d'éléments. On ne va pas rentrer dans les détails mathématiques qui correspondent à ça, mais en tout cas, il faut bien garder à l'esprit qu'un octet, on représente très peu de choses avec ça. Et de la même façon qu'on a des mètres et des kilomètres, on va avoir des multiples de l'octet. Bien entendu, on ne va pas parler d'une distance entre Paris et New York, on ne va pas l'exprimer en mètres, on va plutôt l'exprimer en kilomètres. Donc de la même façon, en informatique, on va utiliser une autre unité qui va s'appeler le kilooctet. Le kilooctet,
avec un K majuscule et un O minuscule. Si on avait écrit en anglais, bien entendu, ça aurait été un kilobyte, donc un K majuscule et un B majuscule, mais là, restons en français, donc un kilooctet. Un kilooctet va correspondre, non pas, comme dans le monde que nous connaissons, à 1000 octets, mais à 1024. 1024 octets. Alors pourquoi 1024? Eh bien tout simplement, rappelez-vous, comme je vous l'ai dit à l'instant, un ordinateur travaille avec des informations binaires, donc il travaille avec ce qu'on appelle une base 2. Nous, quand nous comptons, quand nous exprimons des nombres, nous travaillons en base 10. C'est-à-dire que nous avons 10 symboles qui représentent nos nombres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. L'ordinateur, lui, n'en a que 2. Il n'a que le 0 ou le 1. Donc il travaille dans une base qu'on appelle la base 2. Et puisqu'on travaille en base 2, toutes les opérations qui vont se faire dans un ordinateur seront faites en base 2. Seront avec des multiples de 2 et plus précisément des puissances de 2. Qu'est-ce que ça veut dire des puissances de 2? Alors on ne va pas rentrer dans tous les détails mathématiques, mais une puissance de 2, c'est simplement quand on va exprimer quelque chose en disant que ça fait, alors je vais passer ça, que ça fait 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, et ainsi de suite. Et pour faire simple, 2 puissance 0, bah, ça vaut 1, 2 puissance 1, ça vaut 2, 2 puissance 2, ça vaut non pas 3, mais 4, c'est 2 fois 2, 2 puissance 3, ça vaudra 8, et ainsi de suite. Donc 16, 32, 64, 128, 256, 512, puis 1024. Et donc c'est pour cette raison qu'on a 1024 octets dans un kilooctet, parce qu'avec des puissances de 2, on ne peut pas faire 1000, on peut simplement s'approcher en faisant 1024. Ok, très bien, prenons ça pour acquis, et du coup, un kilooctet vaut 1024 octets. Eh bien, après le kilooctet, il y a d'autres unités qui sont des dérives forcément de kilooctet, on va aller au-delà du kilooctet. L'unité suivante qu'on va rencontrer, ça va être le mégaoctet. Donc on le représente avec un M majuscule et un O. Et un mégaoctet va donc correspondre à, donc vous y attendez, 1024 kilooctets. 1024 kilooctets pour un mégaoctet. Après le mégaoctet, on aura le gigaoctet. Donc G majuscule O. Et ça correspondra, cette fois-ci, à 1024 mégaoctets. Ensuite, on aura le téraoctet, T majuscule O, et le téraoctet correspondra à 1024 gigaoctets. On va s'arrêter au téraoctet, mais bien sûr, il y en a d'autres. Il y a le pétaoctet, le iotaoctet, le zétaoctet. Pour le moment, arrêtons-nous au téraoctet, tout simplement parce que le téraoctet est aujourd'hui une unité un ordre de grandeur qui est proche de ce qu'on peut trouver dans les ordinateurs, notamment des disques durs. Les disques durs les plus gros qu'on peut trouver à l'heure actuelle se situent aux alentours de 3 téraoctets. Peut-être un petit peu plus, 3,5 téraoctets. Mais rarement plus, et aujourd'hui, c'est la taille maximale d'un disque dur. Je dis aujourd'hui parce que, bien entendu, ça a tendance à augmenter, les fabricants font des progrès, ils font en sorte d'avoir des disques durs de plus en plus gros, des espaces de stockage de plus en plus gros dans lesquels on pourra mettre de plus en plus d'informations. Mais déjà, un téraoctet, si on regarde, c'est 1024 fois 1024 fois 1024 fois 1024 octets. Je vous laisse faire le calcul, c'est une somme assez impressionnante. Voilà donc pour les ordres de grandeur qu'on est susceptible de rencontrer dans l'informatique, et dès qu'on va parler de fichiers, on va utiliser l'un de ces multiples, des kilos, des mégas, des gigaoctets, rarement du téraoctet parce qu'aujourd'hui les fichiers ne font pas forcément cette taille-là, mais on pourrait, pourquoi pas, être amené un jour à avoir des fichiers qui font 1 téraoctet. C'est pas encore d'actualité, on y viendra peut-être. Alors, ok, puisque des fichiers peuvent faire des kilooctets, des mégaoctets, des gigaoctets, on se rend bien compte que plus on va dans ce sens-là, plus c'est gros. Mais à quoi ça correspond dans la pratique? Eh bien, pour donner quelques exemples, et juste pour illustrer quelques ordres de grandeur, alors sans que ce soit des valeurs exactes, hein, bien entendu, puisque tout dépendra de ce qu'il y aura dans les fichiers, mais d'une façon générale, on peut à peu près cibler et savoir que tel ou tel type de fichier sera plus ou moins gros en fonction de ce qu'il y aura dedans. Si on prenait par exemple un fichier texte, un document de texte, une page de texte, donc si on prend une page de texte, ce sera environ, dans un traitement de texte, si on tapait une page complète, alors bien sûr, il ne faut pas écrire gros, il faut en écrivant la taille de police de caractère standard classique qu'on a par défaut, ça représenterait quelque chose de l'ordre de 25 kilooctets, à peu près. Donc, encore une fois, ce ne sont pas des valeurs exactes. Je ne peux pas vous donner de valeurs exactes, tout dépendra de ce qu'il y a dedans, et tout dépendra bien entendu de la taille de police de caractère, de la police elle-même, etc. Mais si on prenait le même ordre de grandeur, si on allait chercher un fichier plus gros, de 25 pages, de texte, donc bien entendu pas d'image, pas de photo à l'intérieur de ce truc-là, sinon ça fausse forcément le calcul, on serait probablement aux alentours de 200 kilooctets. Voilà.
C'est un ordre de grandeur. Ok, voilà pour du texte. Qu'est-ce qui se passerait si je mettais de la musique? Alors la musique, il y a évidemment plusieurs formats de fichiers de musique, ça existe, il y a énormément de formats qui existent. Le format natif dans Windows, c'est les fichiers qui ont une extension .wav. W-A-V. Un fichier .wav va représenter globalement environ 10 mégaoctets par minute. Donc pour chaque minute de musique ou de son, il y aura 10 mégaoctets occupés sur le disque dur correspondant à ce fichier web. Si on prenait le même exemple avec un fichier avec l'extension MP3, le MP3 est déjà un format de compression à lui tout seul, mais on en parlera probablement un petit peu après la démonstration, juste pour donner quelques informations théoriques supplémentaires. Le MP3, qui est lui-même déjà un format de compression, va avoir tendance à être plus petit. Il occupera par exemple 1 mégaoctet par minute. Donc c'est déjà plus intéressant effectivement en termes d'espace de stockage. On gagne de la place avec le MP3. Mais il y a des petits inconvénients et on en parlera quand même un petit peu après. Ok, on a vu pour le MP3. Maintenant, si on parlait de vidéo, admettons, les formats vidéo, il en existe différentes extensions, différents formats, différents modes de vidéo. Mais si on se basait plutôt en termes de qualité d'image, en qualité, si on avait un film de 1h30 en qualité DVD, c'est-à-dire qui pourrait être forcément comme sur un DVD, quoi, un film quoi, tout simplement, et bien ce film-là, il occuperait, alors encore une fois, c'est pas une égalité, c'est environ 2,5 gigaoctets, ce qui est quand même déjà assez gros. Et bien le même film d'1h30, si on le passait, donc un film de 1h30, si on le compressait dans l'ordinateur au format DivX, donc le DivX, qui lui-même est un format de compression également, c'est l'un des multiples formats de compression vidéo, et bien ce même film passerait à quelque chose de l'ordre de 700 mégaoctets. Voilà. Donc ça vous donne un petit aperçu des différentes tailles que peuvent occuper certains types de fichiers. Pourquoi c'est important de les connaître? Pourquoi c'est important de savoir que tel ou tel type de fichier va être plus ou moins gros? Eh bien, prenons un exemple. Vous voulez envoyer un email à quelqu'un et vous voulez mettre une pièce jointe dans cet email. Vous voulez lui joindre, par exemple, un document texte. Est-ce que ça va rentrer? Est-ce que ça va être possible? Est-ce qu'on va pouvoir le faire avec un mail? De la même façon, vous voulez lui mettre un morceau de musique, est-ce que ça va passer? Si vous voulez lui mettre un film, est-ce que ça va passer? Eh bien, il y a une première réponse à tout ça, c'est que, en règle générale, et la plupart du temps, une boîte mail, aujourd'hui, la plupart des hébergeurs de mail, donc que ce soit votre fournisseur d'accès ou d'autres services externes, vous proposent d'avoir une boîte mail qui fait 1 gigaoctet de stockage. Dans la boîte mail, vous pouvez contenir 1 gigaoctet d'informations au total. Donc tous les mails combinés, plus leurs pièces jointes, plus tout ça, mis bout à bout, ça ne doit pas dépasser 1 gigaoctet. Ben, on voit tout de suite qu'un film au format DVD, déjà tout simple, ça ne rentrera jamais là-dedans. Bon, après, ça c'est ce qu'on vous propose en gratuit. Après, il y a évidemment des offres payantes qui peuvent vous permettre d'aller plus loin. Certains fournisseurs d'ailleurs vous proposent un petit peu plus de façon gratuite. Mais pour le moment, on va garder à l'esprit cette histoire de 1 gigaoctet. C'est ce qu'on trouve le plus couramment. 1 gigaoctet, c'est donc l'espace de stockage. Mais un mail lui-même, combien est-ce qu'il peut contenir? Eh bien, un mail, en règle générale, quand on met des pièces jointes, bon, là encore, ça va dépendre du fournisseur de mail que vous avez. Soit c'est votre opérateur, donc votre fournisseur d'accès à Internet, soit c'est un service externe comme Gmail, comme laposte.net, comme d'autres qui peuvent exister, Yahoo encore, ou Voilà par exemple. Eh bien, tous ces opérateurs-là vont avoir des différentes tailles autorisées, mais en règle générale, on va se situer entre 10 mégaoctets jusqu'à, pour les plus ouverts en tout cas, jusqu'à 25 mégaoctets. Donc 10 mégaoctets jusqu'à 25 mégaoctets par email. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, mettre dedans, si vous avez du texte, un document texte, il fait quelques kilooctets, donc ça rentre parfaitement dans un mail. Un autre document avec plus de pages de texte, jusqu'à 25 pages déjà, il y a de quoi faire. J'ai pas mis les images, mais les images, on va situer aussi aux alentours de quelques kilooctets, de quelques centaines de kilooctets au maximum, encore une fois, selon le format d'image qu'on utilise, selon le format de fichier qu'on utilise.
Pour de la musique, c'est plus compliqué déjà. Par exemple, un fichier MP3, si 1 minute ça prend déjà 1 mégaoctet, un morceau de 5 minutes ça va prendre 5 mégaoctets. 5 mégaoctets, ça passe encore. On est en dessous des 10 mégas. Mais si on l'avait au format Wave, le même morceau de 5 minutes, il prendrait 50 mégaoctets. 50 mégaoctets, ça rentre pas, même en prenant les plus sympathiques des opérateurs, qui nous autorisent à avoir 25 mégaoctets d'envoi. 25 mégaoctets, c'est la moitié, donc c'est 2 minutes et demie à peu près. Ça rentre pas. Voilà, ça vous donne un ordre de grandeur, et ça vous explique donc effectivement qu'on peut envoyer tel ou tel type de fichier par mail. Très bien. Et bien maintenant, intéressons-nous à la compression. Voyons ce qu'on peut faire finalement. Est-ce qu'on peut essayer de réduire encore l'espace qu'occupent tous ces documents? Ça, c'est ce qu'on va pouvoir faire avec la compression. Et il y a un autre avantage qu'on va voir tout de suite dans la pratique également, c'est qu'on peut bien entendu compresser un fichier, mais on peut éventuellement compresser toute une arborescence, une suite de dossiers et de fichiers, et les mettre sous un seul nom, créer à partir de ça un seul fichier compressé qui va contenir l'ensemble de tous ces éléments. Et du coup, on va gagner non seulement de la place, mais aussi on va pouvoir envoyer sur un seul email, par exemple, un ensemble de documents, tous ensemble. Donc, voyons cet exemple dans la pratique. On va à présent passer à la pratique, et on va voir ensemble que sous Windows, il y a un outil intégré qui va nous permettre de compresser ou de décompresser des fichiers ou des dossiers. Pour cet exemple, j'ai simplement créé un dossier sur le bureau, que j'ai appelé exemple compression, et à l'intérieur duquel j'ai placé des fichiers. On va ouvrir le dossier. Donc dans ce dossier-là, j'ai 3 fichiers. Pour l'exemple, j'ai mis 2 fois la même photo, mais avec des extensions de fichiers différents, donc des formats de fichiers différents. Le premier format, ça va être le format BMP, donc j'ai bien une image qui s'appelle désert.bmp, qui représente une photo de désert, qui est la photo, qui est une photo en fait qui est disponible dans Windows 7, qui permettrait d'avoir des fonds d'écran directement. J'ai pris la même photo, j'ai exactement la même photo, mais avec l'extension .jpg, donc au format JPEG, et on va voir quelles sont les différences entre les deux. Il s'agit strictement de la même photo, qui d'un côté a été enregistrée au format BMP, et de l'autre côté au format JPEG. Elles ont donc les mêmes proportions, les mêmes dimensions, et représentent effectivement la même chose. À côté de ça, j'ai placé un autre fichier, qui est un fichier texte, que j'ai appelé grostexte.txt, tout simplement parce que si je l'ouvre, vous allez voir que dedans, il y a énormément de texte. C'est du texte aléatoire que j'ai généré depuis un site internet, peu importe. En tout cas, j'ai fait en sorte d'avoir un texte assez long et vraiment très volumineux, plus probablement que ce qui pourrait être rencontré dans la pratique, mais tout simplement pour illustrer l'intérêt de la compression sur ce type de fichier-là. Donc voilà, on a ces 3 fichiers. Je vais maintenant changer le mode d'affichage de Windows, de l'explorateur, pour qu'on puisse voir plus d'informations. Donc je vais aller en mode détail. Donc en mode détail, on a un petit peu plus d'informations sur chacun des fichiers. Donc on a bien entendu leur nom, on a la date de modification, et on voit exactement le type auquel ça correspond. Une dernière information qui est effectivement celle qui nous intéresse, ce sera la taille. Donc on peut constater déjà que le même fichier qui contient la même photo en tout cas, la même photo selon qu'elle est enregistrée au format BMP ou au format JPEG, n'ont pas la même taille. Et, premier constat, le fichier BMP est beaucoup plus gros puisqu'il représente actuellement 2305 kilooctets contre 827 kilooctets pour le même fichier en JPEG. Donc, première conclusion, en tout cas, le JPEG est déjà un format de compression. Mais c'est un format un peu particulier et on en parlera après la démonstration. En tout cas, le simple fait d'enregistrer une photo au format JPEG va déjà nous faire gagner un petit peu de place. Mais ce n'est pas ce mode de compression qui nous intéresse dans cet exemple. Dans cet exemple, on va transformer les fichiers dans un format qui s'appelle le .zip. Et le .zip est un format de compression natif dans Windows et qui est finalement l'un des plus répandus et qu'on peut trouver à peu près partout sur Internet ou ailleurs. Prenons le premier exemple avec le premier fichier, donc désert.bmp. Si je souhaitais à présent compresser ce fichier, donc le mettre dans un fichier compressé, il me suffirait de cliquer avec le bouton droit sur ce fichier-là, et dans le menu contextuel qui apparaît, je vais choisir Envoyer vers, et ensuite je vais choisir Dossier compressé. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Windows crée un fichier désert.zip, qu'on peut renommer bien entendu, je vais l'appeler compression BMP, et je vais valider avec la touche Entrée. Donc ce fichier compression BMP.zip est donc un fichier compressé, c'est donc un .zip effectivement, et on peut également regarder quelle est sa taille. Eh bien on voit déjà que le fichier BMP, qui faisait 2305 kilooctets, est maintenant réduit et compressé
et ne fait plus que 1474 kilooctets. C'est déjà un premier pas. Mais qu'est-ce que c'est exactement ce fichier compressé? Eh bien, Windows, pour lui, ça représente une sorte de dossier à l'intérieur duquel il y a des choses, même si ce n'est pas un dossier classique. Et bon, je vais agrandir les icônes pour que vous voyez exactement l'icône que Windows a mise par défaut pour ce type de fichier. Si je me mets en grande icône, vous verrez qu'il s'agit d'un dossier sur lequel il y a une sorte de fermeture éclair. Tout simplement parce que la fermeture éclair, quand on l'ouvre ou qu'on la ferme, ça fait zip, et ça fait donc penser au point zip. Eh bien en réalité, c'est une sorte de fichier qui contient d'autres choses. Pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, et donc naturellement pour décompresser les choses, on peut quand même entrer dans le dossier. Si je double-clique sur ce fichier, Windows va le considérer comme un dossier et me montrer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qu'on va faire. Je double-clique. Dans la barre d'adresse, je vois bien que je suis dans le dossier exemple compression, et je suis dans un fichier qui s'appelle compressionbmp.zip. Et à l'intérieur de ce fichier, j'ai un fichier qui s'appelle desert.bmp. Je pourrais effectivement extraire ce fichier-là directement, en le prenant par exemple, en faisant copier, puis en allant sur le bureau, par exemple, pour choisir, comme étant un emplacement, je pourrais choisir n'importe quel autre emplacement. Pour la démonstration, je le fais sur le bureau, et je vais choisir, en cliquant avec le bouton droit, coller. Et là, je viens de décompresser le fichier BMP qui se trouvait dans le fichier zip. Si je clique maintenant avec le bouton droit sur ce fichier, et que je clique sur propriété, je vais également accéder à des informations sur ce fichier qui vont m'indiquer sa taille, et je vois que je suis revenu effectivement aux 2,25 mégaoctets qui était sa taille d'origine. Pour m'en assurer, je peux revenir dans exemple compression, et cliquer avec le bouton droit sur le fichier original, puis propriété, et je vois effectivement, en comparant les deux, qu'il s'agit strictement des mêmes informations, je n'ai absolument rien perdu. J'ai donc été capable de réduire la taille du fichier, puis de le restaurer à son état d'origine sans rien perdre. Très bien, donc maintenant je peux annuler cette opération. Je peux même supprimer ce fichier qui se trouve sur le dossier. Et je vais faire la même chose avec le fichier JPEG, tout simplement pour comparer. Et avant de faire ça, je vais revenir en mode d'affichage des tailles, pour qu'on puisse voir les tailles de fichiers directement. Donc je clique avec le bouton droit sur le fichier desert.jpeg, et je vais faire envoyer vers dossier compressé. Il s'appelle donc desert.jpeg par défaut, je vais lui changer son nom, je vais l'appeler compression JPEG, JPG, et je valide avec entrée. Et déjà, je peux également constater que le fichier compression JPEG.zip n'a pas une taille très différente du fichier .jpg. Tout simplement parce que le format JPG est déjà un format compressé. Et que compresser quelque chose qui est déjà compressé, finalement, ça n'apporte pas grand-chose. On gagne effectivement à peu près 3 kilooctets, c'est pas grand-chose, parfois ça peut suffire, mais il faut déjà comprendre que le JPEG n'a pas grand intérêt à être compressé pour tenter de réduire sa taille. Il y a certainement d'autres intérêts, il y a d'autres aspects intéressants de cette compression, et on va en parler tout de suite après. Faisons la même chose maintenant sur le fichier texte. Si je clique avec le bouton droit, puis envoyer vers et dossier compressé, j'ai maintenant compression texte, je valide avec entrée, et j'ai maintenant un fichier qui contient mon fichier texte compressé. Et là, effectivement, la taille, on voit bien que ça a eu un gros impact, peut-être même encore plus visiblement que pour le fichier BMP. Un fichier texte, donc, aura tendance à être plus facile à compresser. Et on peut conclure de cette expérience, en tout cas, que selon le type de fichier qu'on tente de compresser, le ratio de compression, donc le taux de compression, ne sera pas le même. Il y a certains fichiers qui sont plus intéressants à compresser pour réduire leur taille que d'autres. Tout simplement, un fichier texte sera plus intéressant à compresser qu'un fichier BMP, qui lui-même sera plus intéressant à compresser qu'un fichier JPEG. Voilà, donc à présent on a fait 3 fichiers compressés différents, à l'intérieur desquels, donc il y a bien entendu dans le premier, si je double-clique dessus, l'image desert.bmp. Si je remonte d'un cran, je vais voir que là-dedans j'ai mon desert.jpeg, et si je remonte d'un cran, j'ai dans celui-là le fichier gros texte. Très bien. Je vais supprimer ces 3 fichiers compressés, donc on peut les sélectionner, soit avec la méthode Ghost, soit avec la touche Shift, soit avec la touche Control, peu importe, je vais le faire avec la touche Shift. Et je vais cliquer avec le bouton droit, puis supprimer. À présent, je vais essayer de compresser 2 fichiers d'un coup. Eh bien, effectivement, dans Windows, on peut aussi compresser 2 fichiers d'un coup,
Voyons comment faire. Donc je sélectionne tout d'abord, avec la méthode de mon choix, les deux fichiers, et je clique avec le bouton droit sur l'un des deux, n'importe lequel, et dans le menu contextuel, je vais aller dans Envoyer vers, Dossier compressé. Alors par défaut, ça prend le nom du premier fichier. Bon là, ça n'est pas très parlant parce qu'ils ont tous les deux le même nom. Je vais l'appeler simplement compression image. Voilà, je vais lui donner un nom qui s'appellera compression image. Et voyons ce que j'ai à l'intérieur de ce fichier compression image. Eh bien tout simplement, j'ai mes deux fichiers. Je retrouve comme ça mes deux fichiers directement dans le fichier compressé. Si maintenant je remonte d'un cran et que je me dis tout simplement que j'aurais préféré mettre les trois fichiers d'un coup, j'ai pas forcément besoin de supprimer ce fichier-là et d'en créer un nouveau. Je vais pouvoir ajouter directement un fichier à l'intérieur de ce fichier compressé. Pour ça, il y a deux possibilités. La première, ce serait de prendre le fichier qui m'intéresse, de le maintenir, le ou les fichiers bien entendu, parce que j'aurais très bien pu en ajouter 2 ou 3 ou 4 d'un seul coup, de maintenir les fichiers qui m'intéressent, donc après les avoir sélectionnés en cliquant avec le bouton gauche de la souris, puis de les glisser vers le dossier compressé. Ça va avoir pour effet de me l'ajouter, mais je vais utiliser une autre méthode, tout simplement, qui va être de cliquer avec le bouton droit sur le fichier, de choisir copier, je vais entrer dans ce dossier, et je vais cliquer avec le bouton droit, et je vais faire coller. Alors on peut faire les deux, effectivement, donc c'est pas plus simple forcément de faire comme ça, mais ça va nous permettre de mieux maîtriser la façon dont on met les choses dans le fichier compressé. Pour le moment, évidemment, ça ne présente pas grand intérêt, puisqu'on a tout mis en vrac. Eh bien, je vois effectivement que j'ai mes trois fichiers compressés, qui sont dans le fichier compressé. J'ai pas vraiment de rangement particulier. Maintenant, supposons que je souhaite ranger un petit peu mes documents. Je vais par exemple créer un dossier qui s'appellera Images. J'entre dans le dossier Images, et à l'intérieur de ce dossier Images, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler BMP. Et je vais également créer un autre dossier qui s'appellera JPG. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Je vais même pousser plus loin le bouchon, on va créer un nouveau dossier ici qui s'appellera texte. Et je valide avec la touche entrée. Donc je vais ranger mon fichier texte directement dans texte. Donc, je vais le glisser tout simplement sur le dossier texte. Il va être en vrac dedans, c'est pas très grave, il n'y a que ça, et ça ne me dérange pas pour l'instant. En revanche, je vais ranger les fichiers désert.bmp et désert.jpg dans leurs dossiers respectifs. Donc je vais pour ça cliquer avec le bouton droit, je vais faire couper, je vais entrer dans Images, puis dans BMP, et là je vais cliquer avec le bouton droit et faire coller. Donc je viens de ranger mon fichier image désert.bmp dans le dossier Images et sous-dossier BMP. Je vais remonter directement sur mon dossier d'exemple, et je vais faire la même chose pour mon fichier JPEG. Je clique avec le bouton droit, je sélectionne couper, je vais dans Images, ensuite je vais dans JPEG, je clique avec le bouton droit et je fais coller. Voilà, je viens à présent de ranger mes fichiers, donc dans des sous-dossiers, et j'ai fait une sorte d'organisation, j'ai créé une arborescence qui va me permettre en fait de retrouver facilement les choses. Et bien, cette arborescence, je peux également la mettre dans un fichier compressé. Je vais sélectionner par exemple mes deux dossiers, et je vais cliquer avec le bouton droit, sélectionner Envoyer vers, puis Dossier compressé. Donc là, par défaut, évidemment, le fichier zip a pris le premier nom qui venait, le nom du premier dossier, mais je vais l'appeler document par exemple. Document, et je vais même l'appeler document compressé. Pardon, j'ai du mal à taper. Je valide avec la touche entrée. Voyons ce que j'ai dans document compressé. Si je double-clique dessus, eh bien, je retrouve un dossier image et un dossier texte. Si je double-clique sur le dossier image, j'entre dans mon dossier image. À l'intérieur du dossier compressé, je peux le constater avec la barre d'adresse. Et j'ai bien un dossier BMP et un dossier JPEG. Si je double-clique sur JPEG, je vais bien entrer dans le dossier JPEG qui se trouve également à l'intérieur d'image et dans le fichier compressé. Et j'aurai bien mon fichier désert.jpg. Ce qui veut dire que pour décompresser ce fichier, c'est ce qu'on va voir maintenant, j'aurai deux possibilités. Soit je viens directement à la racine de mon fichier zip, et je sélectionne mes deux dossiers. Je vais cliquer avec le bouton droit et je vais faire copier. Et je peux aller les coller où je veux, sur le bureau par exemple. Je retrouve bien mon dossier texte, qui contient un gros texte. Je trouve bien un dossier image qui contient un dossier BMP, dans lequel j'ai mon image BMP. Pardon.
Je trouve bien un dossier JPEG qui contient mon image JPEG. J'ai donc décompressé ce fichier. C'est pas forcément la méthode la plus simple, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus natif, de plus intuitif. On est obligé d'entrer dans le fichier et d'aller se balader dedans, copier les dossiers, de les redéplacer. Imaginez qu'il y ait 70 dossiers à l'intérieur de ce fichier compressé, ce serait forcément assez pénible. Il y a évidemment une autre méthode. Je vais supprimer d'abord ce que j'ai sur le dossier, sur le bureau, pardon. Et on va remonter d'un cran. Je vais pousser un tout petit peu cette fenêtre. Je vais cliquer sur le bureau avec le bouton droit, je vais créer un nouveau dossier. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, le bureau est un dossier, hein, évidemment, comme les autres. On peut également y créer des dossiers comme on veut. Je vais appeler ça décompression. Par exemple, je vais valider avec la touche entrée. Je vais entrer dans mon dossier décompression. Je vais mettre mes deux dossiers côte à côte. Donc je clique avec le bouton droit sur la barre des tâches et je mets afficher les fenêtres côte à côte. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais copier mon fichier document compressé. Donc je vais cliquer avec le bouton droit, je sélectionne copier, je vais le coller dans mon dossier de décompression. Et on va imaginer tout simplement que ce fichier-là, on l'a envoyé par mail, et la personne qui l'a reçu l'a enregistré dans son ordinateur, à l'endroit de son choix. Donc voilà. Donc voilà le scénario un petit peu qu'on vient de reproduire. Donc vous vous doutez bien que la personne qui a reçu ce fichier-là n'a pas toutes ses sources, elle n'a que le fichier final. Eh bien, cette personne-là, ou vous-même quand vous recevrez un fichier zip, vous pouvez évidemment entrer à l'intérieur et choisir vous-même les dossiers. Une autre méthode pour décompresser ce fichier serait de cliquer avec le bouton droit dessus, et dans le menu contextuel, de choisir extraire tout. Je clique sur extraire tout, et Windows me demande à quel endroit il doit extraire les documents. Par défaut, il va se mettre exactement à l'endroit où je me trouve, c'est-à-dire dans mon dossier personnel, le bureau, dans le dossier décompression que j'ai créé, et il me propose de créer un dossier qui s'appellera document compressé, puisque c'est le nom du fichier, et de placer tous les documents à l'intérieur. Il me propose également d'afficher le dossier extrait une fois qu'il aura terminé de décompresser. Alors, on va laisser cette option comme elle est, et je vais cliquer sur extraire. Voilà, je viens d'extraire mes documents. Et Windows m'a automatiquement ouvert le dossier avec les choses qu'il a extraites à l'intérieur. Je vois que dans mon dossier décompression, un nouveau dossier s'est créé, document compressé. Donc si j'entre à l'intérieur, c'est exactement le contenu de ce dossier que je vais voir. Et à l'intérieur de ce dossier qui vient d'être créé, je vois que j'ai un dossier image qui contient un dossier BMP et un dossier JPEG. Si j'ouvre le dossier JPEG, pardon, je vois bien mon image qui se trouve à l'intérieur. Et à titre d'exemple, je vais refermer la fenêtre qui se trouve derrière, je vais placer celle-ci à côté, donc on va également afficher côte à côte. Si je m'amusais maintenant à comparer ce fichier avec l'original qui se trouve dans Image JPEG, eh bien, pour regarder la taille d'un fichier, je vais aller cliquer avec le bouton droit, puis aller choisir Propriétés, et je vais faire exactement la même chose sur le deuxième fichier, sur l'original en fait, clic droit, Propriétés, et si je mets ces deux éléments côte à côte, je vois que je n'ai rien perdu du tout, que j'ai bien mon fichier original qui fait 845 941 octets. Pardon, mon fichier original se trouve ici, il fait 845 941 octets, et mon fichier, une fois décompressé, fait également 845 941 octets. Je n'ai absolument perdu aucune information. J'ai donc pu compresser et décompresser un fichier image sans perdre aucune information, sans dégrader sa qualité par rapport à l'original. J'aurais pu faire exactement la même chose pour un texte, j'aurais pu faire la même chose pour un programme, j'aurais pu faire la même chose pour tout type de document, ça n'aurait absolument rien perdu. Je peux maintenant refermer ces fenêtres, et on va se retrouver dans le monde réel pour quelques explications supplémentaires avant une petite conclusion. Et bien voilà, on vient de voir ensemble qu'on pouvait compresser des fichiers ou des dossiers dans Windows indifféremment à l'aide de l'explorateur et des options qui se trouvaient dans le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit sur le ou les fichiers ou le ou les dossiers qu'on souhaitait compresser. On a vu que c'était pas forcément très compliqué ni à compresser ni à décompresser puisqu'il s'agit tout simplement d'une sorte de dossier dans Windows dans lequel on peut entrer pour consulter ce qu'il y a dedans. On peut également extraire tout l'ensemble de l'arborescence directement à l'endroit de notre choix. On a vu qu'on pouvait faire ces manipulations-là. Pendant les manipulations, on a vu également quelque chose d'intéressant. On a vu que tous les fichiers n'étaient pas égaux face à la compression. C'est-à-dire que, en fonction du type de fichier,
certains types allaient être plus intéressants à compresser que d'autres. On a vu par exemple qu'un fichier texte brut était très intéressant à compresser puisqu'on allait gagner beaucoup de place dessus. Sur un fichier d'image, par exemple, si on a un fichier BMP, c'est plus intéressant à compresser qu'un fichier JPEG. Dans le même cas, dans le même ordre d'idée, on ne l'a pas vu dans l'exemple, mais on aurait très bien pu le faire, un fichier audio au format WAV sera plus intéressant à compresser qu'un fichier au format MP3. Comment ça peut se faire? Comment ça se fait? Tout simplement, c'est que le format JPEG, comme le format MP3, ou comme le format DivX pour la vidéo, sont déjà des formats compressés. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des opérations qui ont été faites dessus pour réduire leur taille. Il y a déjà certaines choses qui ont été prévues dans ces fichiers-là pour, justement, éviter que la taille soit trop grande. Alors, vous allez me dire, par exemple, si j'ai une photo, si je l'ai au format BMP, et que je souhaite l'envoyer à quelqu'un, il me suffit de l'enregistrer au format JPEG, et c'est déjà bien, c'est pas la peine de passer par du zip. C'est pas aussi simple que ça. Les formats JPEG, comme MP3 ou comme DivX, sont des formats de compression destructifs, contrairement au point zip, qui est un format non destructif. Qu'est-ce que j'entends par destructif ou non destructif? Tout simplement, un format non destructif, comme on l'a vu dans un fichier zip, ça veut dire simplement que quand on va extraire les données du fichier compressé, les données reviendront à leur état d'origine. Et on ne perdra aucune information, on ne perdra pas de qualité. L'image BMP qui aurait été mise dans un zip, puis décompressée, ne perdra pas de qualité par rapport à son image originale. Alors qu'un fichier JPEG est une compression visuelle de l'image. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes visuelles, graphiques, qui ont été appliquées pour réduire la qualité de l'image sans que ce soit trop notable, du moins dans certains cas, dans la majorité des cas, et par conséquent réduire la taille du fichier. Le fichier JPEG sera donc de moins bonne qualité qu'un fichier BMP, de la même façon qu'un fichier MP3 sera de moins bonne qualité qu'un fichier WAV, et encore de la même façon qu'un fichier DivX sera de moins bonne qualité qu'un film directement pris depuis un DVD. Donc, il y a des formats destructifs et des formats non destructifs. C'est ce qui fait la différence. Et c'est pour cette raison qu'il vaut mieux, malgré tout, si vous avez une image BMP en pleine qualité et que vous souhaitez la partager avec, par exemple, un graphiste, il préférera avoir l'image en pleine qualité plutôt qu'en passant par des formats comme du JPEG qui perdent déjà de la qualité, qui dégradent la qualité originale. Et du coup, pour travailler ce genre de fichier-là, ça sera un peu moins pratique. Également, si vous avez affaire à un musicien qui par exemple, peut écouter un de vos enregistrements, si vous êtes vous-même musicien, vous aurez tout intérêt à enregistrer vos musiques, par exemple, au format WAV, qui est un format non destructif. Bien que plus gros en taille, il sera de toute façon de meilleure qualité qu'un fichier MP3. Un fichier MP3, ou d'autres formats audio, comme le WMA ou encore, perdent naturellement de la qualité. Même si ce n'est pas très facile à déceler à l'oreille, il y a une perte de qualité qui peut s'entendre sur un équipement professionnel d'un studio d'enregistrement ou de mixage. Alors, bien entendu, là on parle de cas extrêmes, on parle de choses qui ont affaire à des métiers très très particuliers, très pointus, mais il faut garder à l'esprit que le zip ne perd aucune qualité, contrairement au MP3, au DivX ou au JPEG. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces formats de compression. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, si vous êtes un peu curieux et voir avoir quelques méthodes, du moins quelques approches de la façon dont ces choses-là sont compressées pour les formats destructifs ou pour les formats non destructifs, je vous invite à venir voir une deuxième partie de vidéo que je vais créer juste après, que je vais mettre également en ligne, où on va aller un tout petit peu plus loin et on va essayer de s'intéresser à ces formats de compression. Alors bien entendu, on ne rentrera pas dans tous les détails et dans le détail spécifique de chacune de ces compressions. C'est très complexe, bien entendu, ce sont des formules mathématiques très poussées, mais on essaiera en tout cas de réfléchir à ce qu'on pourrait faire si on souhaitait nous-mêmes compresser quelque chose, en tout cas si on devait être nous-mêmes le programmeur qui crée l'outil de compression. Donc ça c'est évidemment réservé à un niveau intermédiaire, c'est-à-dire que si toutes ces choses-là ne vous intéressent pas et vous dépassent, vous n'êtes pas obligé de les voir. Encore une fois, si vous êtes curieux, ça peut être intéressant effectivement de savoir, ou du moins de se poser la question de comment on aurait pu faire un format de compression. En attendant, c'était David pour ordirepar.com et j'espère vous voir pour la prochaine vidéo.